Beaucoup de fans de MMA ne sont pas forcément au courant de toutes les règles. Certains pensent même qu'il n'y a pas de règles dans l'octogone, mais ils ne pourraient pas être plus à côté de la plaque. Le MMA a une tonne de règles aujourd'hui, et la plupart d'entre elles sont apparues à des moments précis de l'histoire de ce sport. Restez avec nous dans cette vidéo pour découvrir les moments qui ont changé les règles du MMA pour toujours. Nous entrons directement dans le vif du sujet avec ce moment qui a changé le MMA pour toujours en interdisant les coups de coude. Vous êtes probablement curieux de savoir comment cela fonctionne, puisque les coudes font partie de l'anatomie d'un combattant. Mais attendez, ce n'est pas comme s'ils avaient interdit tout le coude, juste une certaine partie. En 2000, un affrontement épique a eu lieu à l'IFC Battery Ground entre l'imposant Gan McGee, 1,80 m, et son adversaire bien plus petit, Brad Michael. Et croyez-le ou non, c'est ce combat intense qui a conduit à l'interdiction de certains coups de coude en MMA. Ainsi, pendant ce combat intense, McGee a fait pleuvoir des coups de coude vers le bas sur la tête de Gabriel, alors que ce dernier essayait de s'accrocher à la vie. Puis, pour aggraver les choses, McGee a pris le dos de son adversaire et a continué l'assaut avec ses coups de style brésilien à l'ancienne à l'arrière de la tête. Un médecin présent dans l'octogone n'était pas d'accord. Il considérait que ces coups de coude étaient très dangereux, qu'ils pouvaient même briser de gros blocs de glace. Il a donc mis son pied à terre, estimant que les coups de coude étaient dangereux et qu'ils ne pouvaient être autorisés. Mais au moins, il y a un côté positif. Big John McCarthy a réussi à clarifier que seuls les coups de 12-6 posèrent problème. Tous les autres coups de coude, ils sont tout à fait autorisés. Et il en est ainsi depuis l'aube du MMA en tant que sport. Les chiffres font donc référence au cadran d'une horloge et, selon cette règle, il est illégal de frapper avec un coup de droit vers le bas sur son adversaire de 12 h à 6 h. Il s'avère qu'avant même que la règle du coup de 12-6 n'entre en jeu, les choses étaient sur le point de devenir encore plus folles. McCarthy est intervenu et a sauvé la situation, car le projet initial était d'interdire complètement les coudes. Pouvez-vous imaginer le MMA sans coudes ? McCarthy n'avait pas tort. Les coudes sont une partie importante du Muay Thai, après tout. De plus, l'interdiction des coudes n'aurait fait que compliquer la fluidité de l'action. Il savait que limiter les techniques pouvait ralentir les choses. Par exemple, si quelqu'un saisit votre poignet, vous êtes bloqué, mais si vous pouvez donner un coup de coude, c'est reparti. L'argument de McCarthy a failli fonctionner, mais le médecin ne plaisantait pas, surtout si l'on considère les dégâts causés par les coups de coude vers le bas. Finalement, ils ont trouvé un compromis, et seuls les coups de coude 12-6 ont été interdits. Cette règle a même entraîné la défaite de John Jones, sans doute l'un des plus grands combattants de l'histoire de l'octogone. Il a été disqualifié de son combat contre Matt Hamill pour avoir utilisé cette frappe illégale. C'est fou, non ? Même si Hamill a été sérieusement battu et a dû être transporté hors de l'octogone, la victoire a tout de même été inscrite dans son palmarès. Les combattants de MMA ne peuvent pas se présenter dans l'octogone avec n'importe quelle tenue vestimentaire. Non, il y a des règles à respecter, et l'une d'entre elles est l'interdiction stricte des maillots de bain. Et attention, il ne s'agit pas d'un décret pris au hasard. Non, ce sont des événements survenus dans l'octogone qui ont conduit à l'établissement de cette règle. Que s'est-il passé ? Dennis Hallman a décidé de se présenter à son combat contre Brian Ebersol à l'UFC 133 en arborant un minuscule short bleu qui ressemblait à s'y méprendre à un slip de bain. Et disons que ce fut un désastre. Non seulement il s'est fait écraser pendant le combat, mais ce short était si peu pratique qu'il a fini par montrer plus de peau que votre ring girl préférée. Et comme si cela ne suffisait pas, Ebersol lui-même faisait déjà parler de lui avec son tatouage en forme de flèche sur la poitrine. La situation était tout simplement bizarre. Le président de l'UFC, Dana White, était furieux. Il a été carrément scandalisé par le short de Hallman, qu'il a qualifié de horrible et de dégoûtant. Il a juré qu'aucun combattant ne serait plus jamais surpris en train de porter quelque chose de ce genre dans l'octogone. Et peut-on lui en vouloir ? Ebersol a mis fin à la folie dès le premier round en remportant un combat au sol, ce qui n'a pas échappé à Dana White. Il a même récompensé Ebersol avec un énorme bonus de 70 000 $ pour avoir retiré ce short horrible de la télévision dès que possible. Dana White n'a pas mâché ses mots. Il était très remonté contre les gens qui avaient laissé Hallman se pavaner dans ce short. Il est même allé jusqu'à dire qu'il n'avait jamais été aussi gêné d'être associé à l'UFC.
il a décrit la situation comme étant aussi mauvaise que possible. Et comme si cela ne suffisait pas, il a ensuite doublé la mise, exprimant à quel point il était dégoûté et que le speedo de Allman avait totalement dépassé les bornes. White n'a donc pas perdu de temps et a interdit le port de tout vêtement de type speedo à l'intérieur de l'octogone après ce fiasco. Mais pourquoi Allman s'est-il présenté en speedo bleu pour son combat à l'UFC? Tout se résume à un pari perdu avec l'un de ses coéquipiers. Allman a admis qu'il n'avait pas dit sur quoi portait le pari, mais qu'il avait perdu et qu'il devait porter ce maillot de bain. Il pensait que c'était pour s'amuser et ne s'attendait pas à ce que quelqu'un s'énerve à ce sujet. Bien qu'il ait réussi à gagner par soumission lors de son combat suivant à l'UFC, son contrat n'a pas été renouvelé par l'entreprise. Dana pourrait prétendre que ce n'est pas uniquement à cause de la débâcle vestimentaire, mais soyons réalistes, peu de gens se font licencier après une série de victoires. Et pour ajouter l'insulte à l'injure, si vous tapez Dennis Allman sur Google, ce slip de bain et ce short sont généralement les premières choses qui apparaissent. Toujours dans les mésaventures vestimentaires, Pat M. Miletich et Mikey Burnett ont réussi à faire interdire la saisie de shorts à l'UFC. Non, ils n'ont pas été interdits de shorts, mais il est désormais interdit d'attraper le short de son adversaire lors d'un combat. Lors du premier combat pour le titre de champion des poids welter entre Pat Miletich et Mikey Burnett en 1998, leurs shorts sont devenus de manière inattendue un facteur crucial dans le combat. Tout au long du combat, les deux hommes se sont continuellement agrippés aux shorts de l'autre, ce qui a conduit à une impasse où aucun des deux n'a pu se libérer pour porter des coups significatifs. Après avoir battu Eugenio Tadeu lors de son premier combat à l'UFC, Mikey Burnett s'est retrouvé face à Pat Miletich pour le tout premier titre des poids légers, qui était en fait la division des poids welter d'aujourd'hui. Miletich, un combattant expérimenté avec 24 combats à son actif, a passé une bonne partie des 21 minutes du combat à tirer sur le short de Burnett. Malgré cela, Burnett réussit à marquer quelques takedowns, mais la défense de Miletich est impeccable et il ne subit pas beaucoup de dégâts. Après une décision unanime controversée, Miletich remporte la victoire et la ceinture. Le combat suivant de Burnett a eu lieu à l'UFC 18 en 1999, après quoi il a fait une longue pause dans le MMA. Il a finalement fait son retour lors de la 4e saison de l'émission de télé-réalité Ultimate Fighter. Le combat a été plutôt ennuyeux, les deux combattants tirant constamment sur leurs shorts respectifs, ce qui a fini par exposer leur corps d'une manière qui n'était pas vraiment destinée à être vue par le public. Avant de pénétrer dans le célèbre octogone de l'UFC, les combattants sont soumis à un contrôle rapide par un officiel de la commission et un coupeur. Le travail de l'officiel, s'assurer que leur équipement de protection, bonnet, protège-dents et gants, est en ordre avant qu'ils ne plongent dans la cage. Quant au coupeur, il applique de la vaseline sur les combattants pour éviter qu'ils ne soient trop amochés. Vous vous demandez sans doute pourquoi les combattants doivent utiliser de la vaseline avant leur combat. L'application de vaseline sur la peau permet de la garder douce et souple, ce qui réduit le risque de déchirure en cas de choc en minimisant les frottements. Mais le problème, c'est qu'il y a une limite à la quantité de vaseline qu'ils peuvent utiliser pour que les choses restent équitables, et c'est à l'arbitre de décider. Un enfant qui se frotte le corps avec de la vaseline est contraire aux règles. Alors, pourquoi une telle agitation en MMA? Eh bien, c'est une grosse affaire à cause de tous les combats et manœuvres qui se déroulent au sol. Lors de l'UFC 94, au cours du combat opposant BJ Penn à Georges St-Pierre, ce dernier a été confronté à des problèmes liés à la vaseline. Lors du combat, Penn et St-Pierre ont commencé par s'accrocher et lancer des genoux. St-Pierre a tenté un takedown, mais Penn s'est bien défendu. Ils ont fini par s'accrocher au milieu du combat, St-Pierre poussant Penn vers la clôture. St-Pierre a tenté une nouvelle descente, mais s'est retrouvé de nouveau dans la zone de combat. Ils ont continué à échanger des coups de poing jusqu'à la fin du round. Au deuxième round, ils ont commencé à se battre, et St-Pierre a donné un coup de poing qui a fait saigner le nez de Penn. Ensuite, St-Pierre s'est accroché et a mis Penn au sol. Une fois au sol, Penn a tenté un étranglement triangulaire ou un armbar, mais il est difficile d'obtenir une bonne prise lorsque l'adversaire est glissant. Après la victoire de Georges St-Pierre, BJ Penn n'était pas très content. Il a déposé une plainte officielle auprès de la NSAC,
affirmant que Saint-Pierre avait utilisé un produit de graissage sournois pendant le combat. La plainte fait une vingtaine de pages et mentionne que d'autres boxeurs ont connu des dérapages similaires avec Saint-Pierre. Mais malgré le drame, la victoire de Saint-Pierre n'a pas été annulée. Leçon apprise cependant, la vaseline sur le corps est définitivement proscrite en MMA. En lutte, jeter cet adversaire hors de la cage est un mouvement caractéristique. Mais en MMA, c'est une toute autre histoire. En fait, il y a une règle qui l'interdit. Et quelqu'un a essayé de faire ce coup-là une fois. Et vous l'avez deviné, c'est exactement pour cela qu'il y a une règle en place aujourd'hui. L'affrontement entre Tank Abbott et Cal Worsham lors de l'événement Ultimate en 1996 a fait sensation, surtout lorsque Abbott a littéralement traîné Worsham par-dessus la cage. C'est l'un de ces moments qui ont pu passer inaperçus aux yeux de certains fans, mais qui ont définitivement fait parler. Lors du premier round de l'UFC Ultimate 1996, Abbott et Worsham, tous deux combattants chevronnés de l'UFC, se sont affrontés dans une arène où tout est permis. Mais sérieusement, est-il légal de jeter quelqu'un hors de l'octogone en plein combat? Eh bien, ce n'est pas le cas, mais Abbott ne le savait pas. Abbott n'a pas perdu une seconde, plongeant sur Worsham et le plaquant contre la cage, le hissant presque jusqu'au bord de l'octogone. Pendant près de 30 ans, les fans se sont demandé s'ils étaient sur le point d'assister au premier combattant à être jeté hors de la cage. Abbott n'est pas du genre à se préoccuper des réinterprétations historiques, mais il est clair sur un point. Il n'est pas gêné par l'idée fausse selon laquelle il aurait tenté de jeter son adversaire hors de la cage à la manière de la WWE. Selon Abbott, s'il avait voulu éliminer Worsham, il l'aurait fait. Et il y aurait peut-être eu d'autres affrontements de ce genre à l'avenir. Nous étions sur le point d'assister à une première potentielle, mais Abbott était à quelques centimètres de changer le jeu d'une autre manière significative. Avec Worsham coincé contre la cage et sur le dos, son coin était juste là, à droite de l'action, risquant d'être pris entre deux feux. Pour ceux qui doutent des prouesses stratégiques d'Abbott, il peut être surprenant qu'il ait réfléchi à sa décision dans le feu de l'action. Tout en exécutant son plan et en faisant taper un attaquant chevronné, Abbott a consciemment laissé passer sa chance. Peu après, Big John McCarthy a introduit une règle au sein de l'UFC pour disqualifier toute personne tentant de jeter son adversaire par-dessus la cage. Les commentateurs n'ont pas toujours été impliqués dans les combats de l'UFC, du moins pas très longtemps. Ce n'est qu'après l'UFC 7, où Shamrock et Taktarov se sont affrontés, que les commentateurs ont été introduits dans l'équation. L'UFC 7 est tristement célèbre pour son ennuyeux combat principal qui opposait Ken Shamrock, champion en titre du Super Fight, au vainqueur du tournoi de l'UFC 6, Oleg Taktarov. L'héritage de Shamrock a brillé de mille feux lors de son passage à l'UFC et dans d'autres sports de combat. En tant qu'un des premiers intronisés au Hall of Fame de l'UFC, il a été salué comme une véritable icône et un pionnier de ce sport. Avec plus de 15 mains event et co-mains à son actif dans l'UFC et le Pride FC, Shamrock a également détenu de nombreux records de pay-per-view en MMA. À ses débuts à l'UFC, il a été surnommé « l'homme le plus dangereux du monde » par ABC News, un surnom qui ne l'a jamais quitté. Parallèlement à son parcours dans les arts martiaux mixtes, Shamrock a connu un succès considérable dans le monde du catch professionnel, notamment lors de son passage à la WF, aujourd'hui WWE. Dans les rings de catch, il a remporté une fois le championnat intercontinental, une fois le championnat mondial par équipe et a remporté le titre de King of the Octagon en 1998. Shamrock a également catché à la Total Non-Stop Action Wrestling, où il est devenu une fois champion du monde des poids lourds de la NWA, ce qui fait de lui le premier champion du monde sous la bannière de la TNA. En 2020, il a été intronisé à l'Impact Hall of Fame. Oleg Taktarov, quant à lui, était un adepte du sambo et du judo, qu'il a pratiqué au sein de l'Ultimate Fighting Championship et du Pride Fighting Championships. Il a même remporté le tournoi de l'UFC 6. Taktarov a commencé son parcours dans les arts martiaux à l'âge de 12 ans en se plongeant dans le judo et le sambo. On aurait pu penser qu'un affrontement entre Shamrock et Taktarov déboucherait sur une confrontation épique, mais ce qui semblait prometteur sur le papier s'est avéré décevant dans la réalité. Le problème, c'est que Shamrock et Taktarov sont en fait des amis.
De plus, Shamrock avait prévu que Taktarov combatte dans la promotion dont il était copropriétaire, Pankraz, après leur combat. Shamrock avait donc toutes les raisons de ne pas se lancer à corps perdu contre son ami, car cela pouvait affecter son pouvoir d'attraction et sa propre capacité à concourir. L'UFC s'est vraiment retrouvé dans le pétrin avec ce combat. Shamrock, le professionnel chevronné, ne voulait pas malmener son ami, tandis que Taktarov n'arrivait pas à se défaire des coups de pied et de poing de Shamrock. Le résultat ? 33 minutes d'action dans l'octogone à en faire pâlir plus d'un. Le public a fait savoir son mécontentement, avec des huées qui ont résonné pendant la majeure partie du match. On aurait pu penser que l'UFC aurait pris note de la débâcle Shamrock-Gracie à l'UFC 5, mais non, ils ont raté le mémo. Et malheureusement, ils ne semblent pas avoir tiré de leçon de ce gâchis non plus. Il suffit de demander à tous ceux qui ont regardé le Super Fight de l'UFC 9. Ce festin de 33 minutes s'est terminé par un match nul, ce qui signifie que Shamrock a conservé sa ceinture. Heureusement, le reste de la carte de l'UFC 7 a offert un divertissement bienvenu. Cette débâcle a tout de même eu un côté positif. Elle a favorisé l'introduction de commentateurs dans le MMA. Le combat suivant n'a pas bouleversé la donne, mais a plutôt montré pourquoi les coups à l'aine ne sont pas vraiment une bonne idée en MMA. Les coups à l'aine figurent en bonne place sur la liste des frappes illégales que l'on peut voir dans l'octogone. Si un combattant reçoit un coup et que l'arbitre s'en aperçoit, il arrête l'action et le combattant a jusqu'à 5 minutes pour s'en débarrasser et revenir dans le match. Si le combattant ne parvient pas à se ressaisir dans ce délai, les choses peuvent devenir sérieuses. Le combat peut se terminer par une disqualification de l'attaquant ou par un non-contest. Mais les choses n'ont pas toujours été aussi claires. L'UFC l'a appris à ses dépens lors du combat Gary Goodridge contre Pedro Otavio au championnat international de Vale Tudo 1 en 1997, qui est un chef-d'œuvre en soi. Pourquoi ? Parce qu'il retrace un combat qui, sans aucune règle pour garder les choses civilisées, s'est transformé en une épreuve de force entre l'homme et bien ses joyaux de la couronne. Voici l'histoire. L'UFC étant en mauvaise posture aux États-Unis et toutes les tentatives de PPV pour rivaliser étant vouées à l'échec, il n'y avait tout simplement pas de débouché pour l'afflux de combattants américains de MMA. Entre les stars de l'UFC et l'afflux de lutteurs américains de haut niveau qui se sont lancés dans le MMA, le vivier de talents débordait. Les options étant limitées aux États-Unis, les combattants américains ont cherché des opportunités ailleurs. Certains se sont rendus au Japon, où les coups de pied à la tête sur les adversaires au sol étaient autorisés. D'autres se sont aventurés au Brésil, où les règles étaient plus une suggestion qu'une exigence. D'un côté, Gary Big Daddy Goodridge, un vétéran de l'UFC dont la réputation l'a précédé malgré un bilan de 5-5. Ce type ne plaisantait pas. Il s'est frayé un chemin jusqu'à la finale en remportant 2 victoires rapides, comme l'éclair plus tôt dans la soirée, en un peu plus d'1 minute au total, dont une victoire par soumission sur Cal Worsham, un autre vétéran de l'UFC. C'est une véritable démonstration de force. L'adversaire de Goodridge, Pedro Otavio, n'a pas non plus démérité, malgré son surnom excentrique. Ce robuste combattant brésilien affiche un impressionnant palmarès de 11 victoires et 2 défaites, mais son parcours jusqu'à la finale a été bien plus difficile, puisqu'il a déjà enduré 27 minutes de combat exténuant plus tôt dans la soirée avant d'affronter Goodridge. C'est là que les choses se gâtent. Lors de l'IVTC 1, Goodridge s'est retrouvé dans une situation délicate, sous pression et sur le dos. Que fait-il alors ? Il fait preuve de créativité et décide de rendre la vie inconfortable à Otavio d'une manière qui n'est pas exactement conforme aux règles. Goodridge a glissé ses pieds dans le pantalon d'Otavio et, sans que personne ne le voie, mais cela a été confirmé plus tard dans des interviews, il a commencé à presser la virilité de Pedro avec ses orteils. Oui, vous avez bien entendu, Gary Goodridge a littéralement enfoncé son pied dans le pantalon de son adversaire et a pressé ses bijoux de famille. Otavio finit par se laisser faire, puis Goodridge se remet debout, gonflé à bloc, plongeant son pied dans le short de Pedro et le balançant comme s'il était un poupée de chiffon. À l'époque, il était de bon ton de donner des coups bas en MMA. L'arbitre était pratiquement en pleine crise, essayant de ne pas intervenir et d'arrêter cet affrontement sauvage d'écrasement d'entrejambes. La foule s'est déchaînée, huant, sifflant et jetant même des ordures, parce que personne n'arrivait à trouver la bonne façon de réagir
en voyant un homme détruire légalement la virilité d'un autre. Mais avouons-le, utiliser les parties intimes de quelqu'un comme Punching Ball n'est pas exactement la façon la plus élégante de gagner un combat. Ce fut un moment unique dans l'histoire du MMA. Sérieusement, jamais auparavant ou depuis, quelqu'un n'avait attaqué à fond l'endroit le plus sensible de son adversaire, bien que beaucoup aient essayé. Mais c'est à ce moment-là que l'UFC s'est rendu compte qu'elle avait besoin d'une règle stricte concernant les coups en dessous de la ceinture. Quoi qu'il en soit, vous avez probablement entendu parler de la réduction du poids en MMA. Avec toutes ces catégories de poids, c'est une évidence. Oh, et certaines promotions, comme l'UFC, donnent aux combattants une petite marge de manœuvre, juste au cas où il n'y aurait pas de titre en jeu. Mais ces limites de poids sans titre sont audacieuses et fières. Contrairement à la boxe, où il n'y a généralement qu'une seule pesée, le MMA aime garder les choses intéressantes avec non pas une, mais 2 pesées. Tout d'abord, il y a la pesée légale, au cours de laquelle les combattants montent sur la balance pour s'assurer qu'ils n'ont pas de kilos en trop. Vient ensuite la pesée de cérémonie, au cours de laquelle les combattants posent devant les caméras et font ce face-à-face spectaculaire qui met tout le monde en émoi. Mais voilà le hic. La réduction du poids est un véritable casse-tête en MMA, en particulier à l'UFC. Même si des règles ont été mises en place pour tenter de la contrôler, il arrive que les combattants manquent leur cible et s'effondrent. En 2015, Yang Jianbing, un jeune combattant chinois poids mouche, participait au One Championship MMA lorsque les choses ont pris une tournure dévastatrice. Il est décédé à l'âge de 21 ans à la suite de complications liées à une perte de poids. Le combat prévu de Yang a dû être annulé parce qu'il souffrait d'une grave déshydratation due à une prise de poids. Il a été transporté d'urgence dans un hôpital des Philippines où l'on soupçonnait un coup de chaleur, mais il était malheureusement trop tard. Son combat contre Geige Eustáquio a été annulé et la communauté MMA a pleuré la perte de l'un des siens. Malheureusement, ce n'est pas la première fois que la pratique de l'amaigrissement entraîne la mort d'une personne. En 2013, le combattant de MMA Leandro Souza s'est effondré après la pesée d'un événement au Brésil et est décédé des suites de complications. Il a été établi par la suite que Souza avait pris des diurétiques quelque temps avant sa mort, probablement dans le but de faciliter sa réduction de poids. Après la mort de Yang Jianbing, le monde de la MMA s'est penché sur la façon dont il gère les coupes de poids. C'est là que les clauses de réhydratation sont entrées en jeu. Une fois que les combattants ont atteint leur poids de forme, ils ont environ une journée pour boire de l'eau, comme s'il n'y avait pas de lendemain. Mais il y a un hic. Le jour du combat, les médecins les surveillent de près. S'ils ont toujours l'air assoiffés, ils ne seront pas autorisés à combattre. Il s'agit de s'assurer que cet homme entre dans la cage dans la meilleure forme possible, à la fois physiquement et mentalement. La sécurité avant tout. Qu'en pensez-vous? Faites-nous part de vos impressions dans la section des commentaires et, avant de partir, n'oubliez pas d'aimer cette vidéo et de vous abonner à Octagon Rivals pour ne pas manquer les prochaines.